Le triomphe de Musashi sur le clan Yoshioka bouleversa le Japon féodal et consolida la renommée du samouraï errant en tant qu'épéiste hors pair. Mais la quête d'un plus grand honneur et d'une plus grande perfection ne le laissait pas insatisfait. Musashi savait que, pour devenir une véritable légende, il devait vaincre d'autres grands maîtres d'arts martiaux. Comme une épée bien aiguisée, il cherchait constamment de nouveaux défis pour aiguiser son esprit. Son chemin le mena à Nara, l'ancienne capitale du Japon, centre du pouvoir et de la tradition bouddhiste, réputée pour ses arts martiaux et ses temples historiques. Dans la quiétude des jardins zen et des parterres de lotus, s'épanouit aussi l'art traditionnel de la lance, enseigné par les moines de l'école Hozoin-Ryu. Un art du combat aussi raffiné que la méditation zen, qui elle-même s'y développa. Ces moines guerriers maîtrisaient la lance, le Jumonji Yari, une arme à lame croisée qui leur offrait une polyvalence inhabituelle, leur permettant d'utiliser des techniques de coupe latérale en plus des coups traditionnels. Ils se déplaçaient avec fluidité, leurs mouvements ressemblant à une danse mortelle, la lance devenant une extension de leur propre corps. La réputation de l'école Hozoin-Ryu était redoutée dans tout le Japon. Ces moines, habitués à affronter les épreuves de la guerre et à montrer leur bravoure dans des duels sanguinaires, étaient réputés pour leur maîtrise du maniement de la lance et leur férocité au combat. Entre leurs mains expertes, le Jumonji Yari était une arme destructrice et magnifique, un outil de guerre qui reflétait la philosophie zen de maîtrise du corps et de l'esprit. Ayant déjà montré qu'il était capable de vaincre des maîtres d'escrime de styles différents, Musashi cherchait maintenant à prouver ses capacités contre les maîtres de la lance et à élargir ses talents de samouraï. Il avait compris que la lance était une arme dangereuse, d'une plus grande portée que le sabre, et qu'elle nécessitait une nouvelle façon d'appréhender le combat. Le samouraï était à la recherche du maître du temple, le légendaire Hozoin Inei. Cette figure quasi mythique avait perfectionné le style de combat avec le yari. Selon la légende, le moine aurait mis au point son arme en voyant son reflet dans l'étang de Sarusawa, et le croissant de lune aurait façonné 2 nouvelles lames sur son arme qui se reflétaient dans l'eau. En entrant dans le temple, Musashi fut respectueusement accueilli par les moines, qui le conduisirent en présence d'Inei. Mais le maître était un vieil homme, au visage buriné par les années et au regard paisible et pénétrant. La vitalité de la jeunesse ne coulait plus dans ses veines, mais sa présence dégageait une sagesse et une force intérieure inébranlables. Inei écouta attentivement la demande de duel de Musashi, mais en raison de son âge avancé, le maître désigna l'un de ses meilleurs élèves pour l'affronter. L'élève, imprégné de la discipline zen et de la tradition de l'école Hozoin-Ryu, devait représenter le maître avec honneur et offrir à Musashi un duel mémorable. Lorsque le duel commença, l'atmosphère du dojo était chargée d'attente. Les moines étaient assis en cercle silencieux autour de la fosse de combat, leur regard fixé sur les 2 combattants qui s'affrontaient. Le moine Hozoin se tenait debout avec la grâce et la précision d'un héron. Sa lame étincelante brillait au soleil comme un rayon d'argent. Debout, son célèbre bokken de bois fermement en main, Musashi le regardait attentivement, remarquant l'énergie du moine et toute la tradition de l'école Hozoin qui vibrait dans l'air. Le moine entama le combat d'un léger mouvement de poignet. La lance fendit l'air avec un sifflement, sa lame principale pointant vers la poitrine de Musashi. Le samouraï l'esquiva agilement, faisant un pas de côté et évitant la lance d'une fraction de centimètre. Cependant, alors que le moine tirait sa lance en arrière, l'une de ses lames latérales éraflait le visage de Musashi. Cela alerta le samouraï de ne jamais perdre la lance de vue. Musashi réussit à bloquer la 2e attaque avec son bokken. Le bruit du bois contre le métal se répercutant dans le dojo fit sursauter l'assistance, et l'impact secoua son bras, mais il tint bon. Musashi riposta, et le moine le repoussa avec le manche de sa lance. Il recula d'un pas, maintenant sa distance avec la pointe du kamayari. Les 2 guerriers se regardaient fixement, les yeux verrouillés dans un duel aussi intense que le choc de leurs armes. La danse mortelle faisait rage. Le moine frappait avec des poussées rapides comme l'éclair et des mouvements de lance circulaires, exploitant sa portée supérieure. Grâce à son agilité et à sa perception aiguë, Musashi esquivait et bloquait les charges, cherchant une ouverture dans la défense du moine. Dans le dojo, tout le monde était tendu.
Les moines observaient en silence, leur visage impénétrable reflétant leur discipline zen. Le bruit des armes qui s'entrechoquent, les halètements des combattants et le grincement du plancher en bois formaient une symphonie de combat. Musashi sentit qu'il devait modifier sa stratégie. Le moine ne pouvait être battu dans un combat à distance. Il devait s'approcher, percer la garde de son adversaire et utiliser sa vitesse et son agilité pour porter le coup décisif. Dans un élan d'inspiration, après avoir poussé un cri de guerre, Musashi donna un puissant coup d'épée, frappant le poignet du moine et rendant son arme vulnérable. D'un autre coup, il désamorça son adversaire, faisant tomber le yari de ses mains. Désarmé et stupéfait, le moine était à la merci du samouraï. Musashi abaissa alors son bokken et s'inclina en signe de respect, reconnaissant l'habileté et la bravoure de son adversaire. Le duel était terminé. Musashi l'avait emporté une fois de plus, prouvant sa maîtrise et sa capacité à s'adapter à différents styles de combat. Il avait appris à danser avec la lance, à sentir la portée et la puissance de cette arme ancienne et à utiliser ce savoir à son profit. Mais surtout, il avait appris à respecter la tradition et la discipline des moines guerriers qui l'avaient défié et aidé à s'épanouir en tant que samouraï. Dans son célèbre ouvrage Les 5 anneaux, au chapitre consacré à l'eau, il compare le samouraï à l'eau, qui s'adapte à la forme de son récipient. À l'état liquide, l'eau prend immédiatement la forme de son récipient, qu'il soit carré ou rond, et se transforme en goutte d'eau ou en océan. La clé de la victoire est de s'adapter à l'adversaire, à l'environnement et aux circonstances du moment. Rester enfermé dans un style ou une stratégie unique est un chemin sûr vers la défaite. La capacité à s'adapter au changement, à tirer des leçons de ses expériences et à s'adapter à de nouvelles situations est essentielle à l'épanouissement personnel et à la réussite dans n'importe quel domaine. Une fois le duel terminé, Musashi s'assit tranquillement dans l'une des cours, admirant la sérénité de l'endroit. Mais son esprit repassait encore l'intensité du duel contre le moine porteur de lance. L'expérience l'avait profondément marqué, laissant des cicatrices non seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. La victoire sur le protégé d'Inei lui avait montré la nécessité de s'adapter au combat. Avec sa portée et sa puissance différentes de celle de l'épée, la lance exigeait une nouvelle façon de penser et de se déplacer. Musashi avait appris que s'en tenir à un seul style de combat le rendrait faible et limiterait son potentiel de guerrier. Après ce duel, Musashi intensifia sa quête d'un style de combat plus fluide et plus polyvalent, capable de s'adapter à n'importe quel adversaire et à n'importe quelle arme. Il commença à ajouter des éléments de l'art de la lance à sa propre approche, apprenant à utiliser la distance et le timing à son avantage. Cependant, le duel avec le moine Ozoin lui permit également d'approfondir sa compréhension du zen et de son application pratique au combat. La sérénité du moine, sa retenue mentale et sa connexion avec la lance le frappèrent. Musashi comprit que la véritable force ne résidait pas seulement dans les muscles, mais aussi dans l'esprit et le mental d'une personne. La recherche de la perfection, qui s'était auparavant concentrée sur la maîtrise de la technique du sabre, s'était maintenant élargie pour inclure le corps et l'esprit dans leur ensemble. Musashi commença à rechercher un équilibre entre la force physique et la discipline mentale, l'action et la contemplation. Le duel au temple Ozoin fut un tournant dans la vie de Musashi. Il quitta Nara non seulement en samouraï plus accompli, mais aussi en homme plus sage. Cette expérience le poussa à créer le Hyoyo Niten Ichiryu, le style à 2 sabres qui allait faire de lui une légende. Plus que tout, ce duel l'a mis sur la voie de l'illumination, un voyage qu'il suivit avec la même détermination et la même discipline que celle avec lesquelles il maniait ses sabres. À partir de ce moment-là, le sabre de Musashi ne fut plus seulement une arme, mais un instrument de connaissance de soi et de changement. Il devint un samouraï à part entière, un guerrier qui recherchait la victoire non seulement sur le champ de bataille, mais aussi à l'intérieur de lui-même. La réputation de Miyamoto Musashi attira l'attention de ses admirateurs et de ses adversaires potentiels. Mais malgré sa gloire récente, il se sentait inquiet. La victoire sur les Yoshioka lui avait apporté la reconnaissance, tandis que le duel contre le moine l'avait laissé avec un profond sentiment de vide. Que faire maintenant ? Où aller ? Quelle est la prochaine étape de son voyage ? Il se trouvait à la croisée des chemins, à la recherche d'un nouveau but pour sa vie. L'épée semblait peser lourd dans ses mains.
comme un symbole de la violence et de l'incertitude qui avaient entaché son passé. Il devait trouver un endroit où se retirer, réfléchir à son voyage et établir un lien avec quelque chose de plus grand que l'art du sabre lui-même. Musashi était à la recherche d'un havre, d'un endroit où il pourrait apaiser son esprit et trouver un nouveau sens à son existence. Ses pas le conduisirent au temple Enkoji, niché dans les montagnes de la province de Harima. Le site respirait la paix et la sérénité, contrastant avec l'agitation et la violence du monde extérieur. Avec leurs visages placides et leurs mouvements précis et délicats, les moines cultivaient la simplicité et la beauté du zen dans tous les aspects de leur vie. Lorsque Musashi franchit les portes du temple, il sentit le poids du monde extérieur s'évanouir. Le son des carillons qui se balançaient dans la brise, le murmure des fontaines de pierre et le parfum de l'encens brûlant sur les autels créaient une atmosphère harmonieuse et isolée. Enkoji devint un sanctuaire pour Musashi, un lieu où il pouvait baisser sa garde et se connecter à sa spiritualité intérieure. Les moines le recueillirent avec douceur, sans jugement ni attente, et lui offrirent un endroit où guérir ses blessures physiques et émotionnelles. Musashi retrouva la paix intérieure et la clarté mentale qu'il avait perdue en se battant en duel et en allant à la guerre. Il commença à pratiquer la méditation avec les moines, essayant de maîtriser son esprit et de trouver un nouvel équilibre entre l'action et la contemplation. Les moines d'Enkoji, sentant les capacités et la sagesse de Musashi, s'intéressèrent à son art du sabre et lui demandèrent de leur renseigner. Sentant une nouvelle mission brûler dans son cœur, Musashi accepta la demande, voyant dans les moines l'occasion de transmettre son savoir et d'aider les autres à suivre la voie du sabre avec honneur et sagesse. Dans le dojo improvisé du temple Enkoji, l'atmosphère était à la concentration et à l'apprentissage. La lumière du matin éclairait les moines assis en seiza, observant attentivement Miyamoto Musashi, qui se préparait à enseigner les principes de l'Enmei Ryu. Brandissant 2 sabres en bois, l'un long et l'autre court, il expliqua que l'école du cercle lumineux n'était pas fondée sur des dogmes ou des traditions strictes, mais plutôt sur la recherche de la liberté de l'esprit et du corps, l'adaptation à toute situation et la victoire grâce à la fluidité et à l'intuition. Avec des mouvements élégants et précis, il prouva que l'épée n'était pas seulement une arme, mais une extension de l'être, exigeant une connexion avec sa force intérieure pour être maîtrisée. Il mettait l'accent sur l'adaptabilité, la créativité et la réponse adéquate à chaque situation sans être lié à des formes prédéfinies. Il encourageait les moines à développer leur propre intuition, à lire les mouvements de leur adversaire et à anticiper leurs attaques. Une observation fine et une perception aiguë étaient essentielles à la victoire, et Musashi guidait son disciple pour qu'il développe ses aptitudes. Chaque jour qui passait, il approfondissait les enseignements de l'Enmei Ryu, affinant sa technique et sa philosophie. Mais le samouraï errant, malgré la paix qu'il avait trouvée au temple, sentait monter en lui une inquiétude croissante. L'appel de la route, la quête de nouveaux défis et l'envie de tester ses limites le poussèrent hors des murs de l'Enkoji. Il savait que son parcours de samouraï n'était pas terminé et que l'Enmei Ryu, qui était encore en cours d'élaboration, devait être testé dans le feu du combat réel. Les routes de l'ouest du Japon allaient devenir le nouveau dojo de Musashi. Il se déplaçait de village en village, de province en province, sa réputation le précédant et attirant les défis de samouraïs désireux de prouver leur habileté face à la légende en devenir. Chaque duel était une nouvelle leçon, une occasion d'apprendre de ses erreurs et d'affiner sa technique. Il affrontait des adversaires au style de combat, aux armes et aux stratégies différents, et à chaque victoire, sa compréhension de l'art de l'épée devenait plus profonde et plus complexe. Il observait attentivement ses rivaux, étudiant leurs mouvements, leurs expressions et leurs intentions. Musashi cherchait à comprendre le cœur de chaque style de combat, à repérer ses faiblesses et à exploiter ses failles. Enmei Ryu évoluait à chaque duel, adoptant de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies et une nouvelle vision de l'esprit de son adversaire. Musashi devenait plus fluide, plus adaptable, plus imprévisible. Dans ces moments d'isolement et de réflexion, Musashi revoyait chaque combat dans son esprit, évaluant ses erreurs et cherchant des solutions pour surmonter les obstacles qu'il rencontrait. Il notait ses observations dans un petit carnet, un journal de bord de son parcours de samouraï et de son évolution en tant qu'artiste martial.
Comme une graine semée dans un sol fertile, Enmei Ryu devenait plus fort, prêt à s'épanouir en un nouveau et puissant style de combat. La nouvelle de ses prouesses se répandit jusqu'à Shishido Baiken, un samouraï reclus dans les montagnes de la province d'Iga, connu pour sa maîtrise du Kusarigama. Il s'agissait d'une arme aussi exotique que mortelle, capable d'intimider même les samouraïs les plus expérimentés. Le Kusarigama était un outil de combat unique, composé d'une faux tranchante attachée à une longue chaîne dont l'extrémité était munie d'un poids en fer. C'était un instrument polyvalent et imprévisible qui pouvait être utilisé pour attaquer ou se défendre. Le poids de la chaîne pouvait être lancé sur l'adversaire, le déséquilibrant ou le désarmant, tandis que la faucille coupait et déchirait avec sa lame tranchante et arquée. Habitués à se battre avec des épées, les samouraïs traditionnels redoutaient le Kusarigama. Son imprévisibilité et sa portée le rendaient difficile à désamorcer. Un seul faux pas pouvait être fatal, la chaîne s'enroulant autour du corps et la faux trouvant facilement la chair. Shishido Baiken avait consacré sa vie à la maîtrise du Kusarigama, perfectionnant sa technique dans les montagnes isolées d'Iga. Il bougeait l'arme comme s'il s'agissait d'une extension de son propre corps, la chaîne se balançant autour de lui comme un serpent de métal, la faux s'apprêtant à porter un coup mortel. Lorsque les rumeurs concernant Miyamoto Musashi lui parvinrent, Baiken sentit soudain un défi brûler dans son cœur. Il avait entendu parler des capacités du samouraï errant et de sa série de duels sans défaite, et il voyait en Musashi l'occasion de prouver sa propre maîtrise et la supériorité du Kusarigama. Lorsque Musashi reçut l'invitation, un frisson lui parcourut l'échine. Il connaissait la réputation de Shishido Baiken et le danger que représentait le Kusarigama. Mais il ne se décourageait pas. Un nouveau défi s'annonçait, et Musashi l'accepta sans hésiter. Il se prépara au duel avec le sérieux et la discipline qui le caractérisait. Il savait que le Kusarigama était une arme imprévisible et qu'il devait élaborer une stratégie pour la neutraliser. Musashi comprenait également qu'il devait garder son sang-froid et son contrôle émotionnel pendant le duel. Du fait de sa nature chaotique et menaçante, le Kusarigama pouvait déstabiliser l'esprit de ses adversaires, les poussant à agir de manière impulsive et craintive. Musashi s'entraînait à garder sa concentration et son sang-froid, même face à la danse mortelle de la chaîne et de la faux. Affronter Shishido Baiken en duel serait un défi plutôt imprévisible. Un combat contre le maître d'une arme exotique, un véritable test pour ses compétences, sa stratégie et son esprit. Au fond d'un bosquet de bambou, les deux samouraïs se regardaient, évaluant la distance et leurs intentions. Montant la garde, son bokken de bois fermement serré, Musashi observait les mouvements délicats de Baiken qui gardait le Kusarigama à son côté, la chaîne enroulée autour de son bras comme un serpent endormi, la faux scintillant de façon menaçante au soleil. Un profond silence régnait dans les bois, seulement interrompu par le souffle du vent dans les feuilles de bambou et le gazouillis lointain d'un oiseau. Baiken fut le premier à bouger, aussi rapidement qu'un serpent s'élançant sur sa proie. Il déroula la chaîne du Kusarigama d'un mouvement souple, le poids de fer à l'extrémité sifflant dans l'air avant d'être balayé par le bokken de Musashi. Musashi recula d'un pas. Il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de se laisser frapper par le poids de la chaîne qui pouvait soit le désarmer, soit lui briser les os. Il devait garder ses distances et trouver une faille dans la défense de Baiken. Mais le maître du Kusarigama ne lui laissait aucune marge de manœuvre. Il faisait tourner l'arme de façon magistrale, la chaîne se balançant autour de lui comme un tourbillon d'acier, la faux menaçant à chaque instant. L'imprévisibilité du Kusarigama rendait le combat encore plus dangereux. Musashi était constamment en mouvement, ses pieds aussi légers que ceux d'un chat, ses yeux fixés sur les mouvements de Baiken. Il devait s'adapter au style de combat de son adversaire, trouver un rythme qui lui permettrait de neutraliser la menace du Kusarigama. D'un seul coup, Baiken réussit à piéger le bokken de Musashi avec sa chaîne, puis s'apprêta à porter un coup décisif avec sa faux. Avec son arme supprimée, Musashi était une cible facile. Cependant, dans un élan de génie, Musashi fit quelque chose que la tradition des duels de samouraï ne recommandait pas. Il dégaina rapidement son wakizashi, ce que Baiken jugeait inconcevable et fut complètement assommé. Shishido Baiken tomba dans le piège de Musashi, laissant son adversaire s'emparer de son arme et l'attirant près de la portée de son sabre court. Le maître du Kusarigama tentait encore de battre en retraite, mais Musashi était déjà sur lui. D'un mouvement rapide et précis,
Musashi acheva son adversaire. Le Kusarigama, une arme si différente de tout ce qu'il n'avait jamais affronté, le poussa à s'adapter, à penser de manière créative et à utiliser son intelligence pour surmonter les obstacles. Son parcours de samouraï allait se poursuivre et, à chaque défi, il deviendrait un guerrier plus équilibré, plus sage et plus proche de la perfection à laquelle il aspirait. Alors que Miyamoto Musashi forgeait son héritage par des duels épiques et une quête incessante pour perfectionner son art, un autre samouraï du nord du Japon suivait une voie similaire et se forgeait une réputation comme l'un des plus grands épéistes de son temps. Il s'appelait Sasaki Kojiro, le maître de la lame d'hirondelle. Comme Musashi, son histoire était imprégnée de légendes et de réalités, mais ses exploits au sabre étaient incontestables, ce qui en faisait un adversaire de choix pour le samouraï errant. Sasaki Kojiro est né vers 1583 sous le ciel gris de la préfecture d'Echizen, l'actuelle Fukui, une région montagneuse et côtière du nord du Japon réputée pour ses samouraïs forts et loyaux. Il est né dans une famille de samouraïs, une lignée qui a perfectionné les arts du sabre pendant des générations, ayant dès son plus jeune âge fait preuve d'un talent naturel pour le combat. Pour Kojiro, le sabre n'était pas seulement une arme, mais un instrument de beauté et de précision, une extension de son propre corps. Enfant, Kojiro excellait parmi ses pairs grâce à son habileté à manier l'épée de bois et à la discipline dont il faisait preuve à l'entraînement. Il saisissait les enseignements des maîtres locaux avec une facilité étonnante, son esprit vif comprenant les détails et les nuances de chaque technique. Mais Kojiro ne se contentait pas de reproduire ce qu'on lui avait enseigné. Il voulait se dépasser, tester de nouvelles techniques de mouvement, expérimenter ses limites et forger son propre style de combat. La réputation de Kojiro en tant qu'épéiste prometteur se répandit bientôt en dehors d'Echizen. Animé par l'ambition de perfectionner son art et de se mesurer aux meilleurs guerriers du Japon, il décida très jeune de s'installer à Kyoto, l'ancienne capitale impériale, au lieu de la culture, de la politique et des arts martiaux. Kyoto était un creuset foisonnant d'écoles d'escrime, de maîtres renommés et de styles de combat différents. Avide de connaissances et de nouveaux défis, Kojiro se plongea dans ce monde, acquérant de nouvelles techniques, aiguisant ses compétences et recherchant l'essence de l'art du sabre. Sasaki Kojiro était connu pour manier un sabre beaucoup plus long que la normale, le Oodachi. Son sabre avait une lame d'environ 90 cm. Il s'entraînait avec engagement et discipline, son esprit vif, analysant chaque mouvement, chaque position, chaque stratégie. Il ne recherchait pas seulement la victoire au combat, mais une technique parfaite et l'harmonie entre le corps et l'esprit. C'est au cours de ses entraînements solitaires à Kyoto, au milieu des bosquets de bambou et des jardins zen, qu'il mit au point sa technique la plus célèbre, le Tsubame Gaishi, le contre des hirondelles. Selon la légende, Kojiro, observant le vol rapide et imprévisible des hirondelles, s'inspira de l'élégance et de la précision des mouvements des oiseaux pour créer un coup unique et dévastateur. Le Tsubame Gaishi était un coup rapide et ascendant, porté avec un tour de poignet qui produisait un effet étonnant. L'épée, telle l'aile d'une hirondelle en plein vol, changeait de direction au tout dernier moment, trompant l'adversaire et le frappant à un endroit vulnérable. Cette technique, qui exigeait beaucoup d'habileté, de précision et de synchronisation, devint la marque de fabrique de Kojiro, un symbole de ses prouesses et de son lien avec la nature. La réputation de Kojiro et celle de sa technique Tsubame Gaishi étaient étendues à tout Kyoto et au-delà. Des samouraïs de différentes écoles, attirés par la réputation du maître de la lame de l'hirondelle, le recherchaient pour des duels, désireux de tester leurs compétences contre lui et d'atteindre la gloire en battant un adversaire aussi renommé. Toujours calme et confiant, Kojiro releva les défis avec la même discipline et le même esprit de décision qui l'avait guidé tout au long de son entraînement. Les duels de Kojiro devinrent des spectacles légendaires à Kyoto. Sa technique unique, sa précision mortelle et sa position impitoyable attiraient des foules de spectateurs qui regardaient les combats avec étonnement et inquiétude. Il affrontait chaque adversaire avec respect, mais sans aucune pitié. Son sabre fendait l'air avec l'élégance d'une hirondelle et ses mouvements rapides et fluides rendaient ses adversaires déconcertés et vulnérables. La légende de Kojiro n'a fait que croître au fil des victoires. Il devint une icône de l'excellence dans l'art du sabre, un maître qui avait repoussé les limites de la tradition et inventé son propre style, unique et destructeur. En 1605, devenu l'un des plus grands sabreurs du Japon,
Kojiro fonda Ganryu, l'école de la pierre d'hirondelle. Ce nom exprime l'essence de sa technique et de sa philosophie de combat, la force inflexible de la pierre combinée à l'agilité et à la précision du vol de l'hirondelle. Ganryu attirait des samouraïs de tout le pays, désireux d'apprendre du maître de la lame de l'hirondelle et de maîtriser le Tsubame Gaishi, sa technique secrète. Le plus célèbre des duels de Kojiro fut sans doute celui qui l'opposa à Toda Seigen, un épéiste réputé pour son habileté à manier le sabre court Kodachi. Il était le maître de l'école Toda Ryu, adepte de l'utilisation de cette arme en combat rapproché où la vitesse et la précision sont cruciales. On pense que Kojiro a vaincu Seigen en utilisant cette technique, prouvant non seulement son habileté, mais aussi l'efficacité du Tsubame Gaishi contre un adversaire extrêmement doué et expérimenté. Cet affrontement fit date, car Toda Seigen était un maître établi et très respecté, tandis que Kojiro, bien que déjà talentueux, n'en était qu'à l'étape de la construction de sa réputation. La défaite de Seigen marqua un tournant dans la trajectoire de Kojiro, lui permettant de s'affirmer comme l'un des plus grands épéistes de l'époque et renforçant son aptitude à vaincre les maîtres d'autres écoles d'escrime. La réputation de Sasaki Kojiro parvint jusqu'à Hosokawa Tadaoki, un puissant daimyo de la préfecture de Buzen dans le nord de Kyushu. Dirigeant avisé et chef de guerre ambitieux, Tadaoki remarqua la valeur de Kojiro en tant qu'atout stratégique pour son clan. Il le convia à rejoindre ses rangs, lui offrant un poste prestigieux d'instructeur d'escrime pour ses samouraïs. Déjà maître d'armes reconnu, Kojiro accepta l'offre. Il y vit non seulement la possibilité de protéger sa sécurité financière et son statut social, mais aussi un nouveau défi pour son art. Il se consacra à l'entraînement des samouraïs de Tadaoki avec la même discipline et la même rigueur qui l'avait conduit à la gloire, leur enseignant non seulement la technique du sabre, mais aussi la philosophie de Ganryu, visant à l'harmonie entre le corps et l'esprit et à la perfection des mouvements. Kojiro devint un instructeur vénéré et admiré du clan Hosokawa. Ses enseignements inspirèrent une nouvelle génération de samouraïs qui adoptèrent sa technique et sa philosophie. Mais la notoriété de Kojiro continua d'attirer des adversaires de tout le pays, désireux de tester leurs compétences face au légendaire maître de l'épée longue. Fidèle à sa voix de guerrier, il ne se déroba jamais à un duel, défendant sa réputation et l'honneur de l'école Ganryu. La renommée de Miyamoto Musashi, le samouraï errant qui réussissait tous ses duels grâce à son style inédit à deux épées, atteint bientôt Sasaki Kojiro. Il ne put ignorer l'avènement de ce nouveau rival, qui menaçait d'éclipser sa propre gloire. Kojiro resta d'abord indifférent à la nouvelle. Il avait déjà battu d'innombrables adversaires, et l'idée d'un énième samouraï aspirant à la notoriété ne l'inquiétait pas. Cependant, au fil des jours, les récits de Musashi devinrent plus fréquents et plus détaillés, décrivant sa technique unique, son aura invincible et sa quête incessante de nouveaux défis. Musashi était tout ce que Kojiro n'était pas, un samouraï errant, sans maître ni clan, qui rejetait les voies conventionnelles et avait bâti sa réputation sur des triomphes violents. Maître établi au service d'un puissant daimyo, Kojiro voyait en Musashi une menace pour l'ordre qu'il représentait et défendait. Les racines de cette rivalité étaient posées. À partir de ce moment, les destins de Kojiro et de Musashi allaient se confondre sur un chemin implacable qui mènerait à un duel épique. Un affrontement entre deux des plus grands sabreurs du Japon, dont l'issue se répercuterait à travers les siècles et évoluerait vers une légende immortalisée dans l'histoire des samouraïs. Le Japon fourmille de rumeurs. Les histoires de deux samouraïs exceptionnels se répandent de bouche à oreille, de province en province, attisant la curiosité et l'attente d'un affrontement épique. Le samouraï itinérant Miyamoto Musashi et le maître de la lame d'hirondelle Sasaki Kojiro étaient devenus des figures légendaires, et leurs noms étaient salués avec admiration. Dans les dojos et les réunions de la cour, la dispute ne manquait pas de faire rage. Qui était le meilleur épéiste du Japon ? Les partisans de Musashi louaient sa technique inhabituelle à deux sabres, son agilité féline et son aura invincible. Il était le samouraï qui avait déjà remporté plus de 60 duels, un guerrier qui avait défié les conventions et créé son propre style, adapté à toutes les situations. Il est comme un dieu de la guerre, disaient certains. Ses sabres sont la manifestation de la mort elle-même. Les partisans de Kojiro louaient sa technique exquise, la précision mortelle de son Tsubame Gaishi et l'élégance de ses mouvements.
Il était le maître de l'école Ganryu, un samouraï raffiné et discipliné qui avait atteint la perfection par l'étude et la pratique constante. Kojiro est un artiste du sabre, affirme-t-il fermement. Son style est l'expression de l'harmonie et de la beauté du combat et de la tradition. La rivalité entre Musashi et Kojiro grandissait de jour en jour, alimentée par les rumeurs et les spéculations. Des styles, des philosophies et des personnalités se heurtaient. L'un défendait la tradition, l'autre l'innovation. La tension montait, l'attente d'un affrontement devenait de plus en plus probable. Le Japon retenait son souffle, attendant avec impatience le moment où les deux géants de l'épée s'affronteraient pour déterminer enfin le guerrier ultime. La tension finit par retomber. Une lettre portant l'emblème de l'école Ganryu arriva entre les mains de Miyamoto Musashi. Le samouraï errant, qui n'était pas étranger aux invitations à se battre en duel, remarqua quelque chose de différent sur le parchemin. L'écriture élégante et précise, le langage formel et exigeant révèle l'importance de l'expéditeur. Sasaki Kojiro l'invitait enfin à un duel officiel. Kojiro décrit la réputation de Musashi en tant que guerrier au talent exceptionnel mais aux méthodes non conventionnelles et exprime sa volonté de comparer les techniques pour déterminer qui est le véritable maître du sabre au Japon. Il proposa un duel public en un lieu et à une date fixée par Musashi pour permettre au monde entier d'assister au match entre les deux plus grands sabreurs de l'époque. Un sourire ironique aux lèvres, Musashi accepta volontiers le défi. Il attendait ce moment, l'occasion pour affronter le légendaire Kojiro et de prouver d'un seul coup la supériorité de son style. Il répondit sans détour, acceptant la proposition de Kojiro et recommandant un lieu pour le duel, l'île de Ganryujima, un petit monticule rocheux au large de la mer intérieure de Seto, près de la ville de Shimonoseki. Ce n'est pas un hasard, isolée et déserte, l'île est chargée de symboles. Son nom, qui signifie île de la pierre de l'hirondelle, est un clin d'œil à l'école Ganryu de Kojiro et à sa célèbre technique Tsubame Gaishi. C'était le territoire symbolique de Kojiro, un endroit où il se sentait en sécurité et puissant. En choisissant l'île, Musashi lançait un défi direct à son adversaire, exprimant son intention de le vaincre sur son propre territoire. La nouvelle du duel circula comme l'éclair. Tout le Japon attendait avec impatience l'affrontement entre les deux titans du sabre. Dans la forteresse du clan Hosokawa, Sasaki Kojiro se préparait à l'affrontement, aussi discipliné et sévère qu'un moine zen. Il savait que le combat contre Miyamoto Musashi serait la plus grande épreuve de sa vie, un test décisif non seulement pour son habileté au sabre, mais aussi pour son esprit. Ses journées étaient consacrées à un entraînement épuisant et intense. Il pratiquait ses entailles avec le nodachi, sa lame s'enfonçant aussi rapidement et précisément qu'une hirondelle, affinant chaque mouvement, chaque rotation du poignet, chaque pas. Il revisita les techniques de l'école de Ganryu, s'efforçant d'atteindre la perfection dans chaque détail, chaque subtilité. Il médita pendant des heures, vidant son esprit de toute pensée et de toute émotion, s'efforçant d'acquérir le sang-froid et la concentration nécessaires pour affronter Musashi. Kojiro entreprit également divers rituels de purification, se baignant dans des herbes et de l'encens, priant les dieux et les ancêtres, afin de nettoyer son corps et son âme de toutes les impuretés qui pourraient le perturber pendant le duel. Il était déterminé à entrer dans le combat avec son esprit et son corps en parfaite harmonie, libéré de ses doutes et de ses peurs, prêt à affronter son destin. Tout comme Kojiro recherchait la paix intérieure par la discipline et la tradition, Musashi abordait le duel d'une manière totalement différente. Il ne prêtait aucune attention aux rituels ou aux méthodes conventionnelles. Son esprit perspicace cherchait un avantage dans chaque détail, chaque nuance, et il n'hésitait pas à essayer des méthodes non conventionnelles pour déstabiliser son adversaire. Musashi savait que Kojiro était un adversaire redoutable, un maître de sabre qui se préparait au duel depuis des années. Pour le vaincre, il lui faudrait exploiter toutes les armes dont il disposait, non seulement son habileté au sabre, mais aussi son intelligence et sa capacité de manipulation. Musashi commença à répandre des rumeurs concernant ses propres préparatifs pour le duel, jetant autour de lui un halo de mystère et d'imprévisibilité. Il parlait de nouvelles techniques secrètes qu'il avait mises au point, de longues heures de méditation dans des grottes isolées et de rencontres avec des êtres surnaturels qui lui avaient conféré des pouvoirs spéciaux. Il savait que ces ragots étaient bientôt entendus par Kojiro, instillant des graines d'incertitude et de doute dans son esprit. Il voulait que Kojiro entre dans le duel avec l'esprit entamé, la concentration brisée, vulnérable aux attaques inattendues. Le combat entre Musashi et Kojiro avait déjà commencé, avant même le premier coup d'épée.
Il s'agissait d'un duel mental, d'une guerre psychologique qui se déroulait dans l'ombre, parmi les rumeurs et les attentes d'un Japon avide de sang et de gloire. Cependant, après s'être longuement entraîné et avoir imaginé des scénarios pour le combat, Musashi avait conclu qu'il ne serait pas capable de battre Kojiro avec sa technique à deux sabres et qu'avec son seul katana. Son adversaire aurait un avantage considérable en termes d'allonge, puisque Kojiro était le plus grand maître vivant du long sabre Nodachi. Musashi devait maintenant élaborer une stratégie novatrice, faute de quoi sa mort était presque assurée. Lorsque le jour du duel arriva sur la plage de Ganryujima, une petite foule attendait l'arrivée de Kojiro. Parmi eux se trouvaient des samouraïs du clan Hosokawa, quelques nobles curieux et quelques marchands et paysans qui avaient navigué jusqu'à l'île uniquement pour assister à ce duel historique. Des représentants du gouvernement local étaient également présents pour veiller à ce que le match se déroule conformément aux règles et aux traditions des samouraïs. L'atmosphère était silencieuse et expectative, l'air aussi dense qu'avant une tempête. En débarquant sur l'île, Kojiro fut accueilli par des courbettes et des saluts respectueux. Il se dirigea vers un endroit dégagé, près de la plage où le duel allait avoir lieu. Ses disciples étendirent un tapis de soie sur le sol et Kojiro s'agenouilla pour une dernière méditation avant le combat. Il ferma les yeux, respira profondément et vida son esprit de toute pensée ou émotion susceptible de l'entraver. Il aspirait à la paix intérieure, à une connexion avec le flux naturel de l'univers, à l'harmonie entre le corps et l'esprit sur laquelle reposait son art du sabre. Le soleil monta dans le ciel, les heures passèrent, mais Miyamoto Musashi ne vint pas. Si la foule avait d'abord été silencieuse, elle se mettait maintenant à chuchoter, inquiète du retard du samouraï errant. Immobile dans sa méditation, Kojiro semblait ignorer le temps qui passait et l'inquiétude grandissante des spectateurs. Mais cette paix était seulement superficielle. La stratégie de Musashi était en marche. Il avait délibérément choisi d'arriver en retard, utilisant le temps comme une arme pour affaiblir son adversaire. Il savait que Kojiro était un samouraï fier et discipliné, habitué à la ponctualité et au respect des traditions. Un retard l'énerverait, le déconcentrerait et, s'il n'était pas concentré, il pourrait commencer à se remettre en question. Enfin, un petit bateau émergea à l'horizon. Debout à la proue, Miyamoto Musashi se dressait comme une figure imposante avec le soleil derrière lui. Ses vêtements de voyage ordinaires et ses cheveux en bataille contrastaient avec le kimono de cérémonie de Kojiro. Musashi portait un long aviron en bois, dont l'extrémité avait été affûtée et façonnée en une longue arme rustique. En atterrissant, Musashi ne tint pas compte des acclamations de la foule et se dirigea directement vers le terrain de duel, les yeux fixés sur Sasaki Kojiro. Le maître de Ganryu, qui se levait maintenant du tapis de soie sur lequel il avait médité, semblait en colère et frustré par la longue attente. Le choix inattendu de l'arme de Musashi étonna et déstabilisa Kojiro, qui se sentit mortifié par le manque de respect pour les traditions du duel. Un sentiment de doute et d'incertitude vint saper sa confiance. La stratégie froide et raisonnée de Musashi était maintenant en jeu. Il avait utilisé le délai et l'arme de fortune pour déstabiliser son adversaire. Kojiro dégaina son épée longue et jeta son fourreau. Musashi sourit et dit « Tu as déjà perdu, Kojiro. Un vrai épéiste ne jette jamais son fourreau aussitôt. » Avec cette remarque, Musashi frappa encore plus fort dans l'esprit de Kojiro. Si Kojiro s'était senti sûr de sa victoire, il l'aurait gardé à la ceinture, attendant de reprendre sa lame. L'heure la plus importante de la vie des deux grands samouraïs était arrivée. Tous deux étaient dans la fleur de l'âge. Musashi était plus expérimenté, mais Kojiro avait l'agilité et la rapidité typiques d'un jeune combattant. Le moment décisif était arrivé. La foule devint silencieuse. Le seul bruit provenait du vent qui s'engouffrait dans les arbres et des vagues qui s'écrasaient sur les rochers. Tous les regards se tournèrent vers les deux samouraïs qui se faisaient face au cœur de la clairière près de la plage. Sasaki Kojiro s'élança à l'attaque, ses mouvements étant aussi rapides et précis que ceux d'une hirondelle en vol. Musashi, qui tenait sa rame aiguisée en l'air, gardait ses distances, étudiant son adversaire. Kojiro décida alors d'utiliser sa technique ultime. C'était le Tsubame Gaishi, le contre de l'hirondelle, un coup rapide et enveloppant accompagné d'une torsion du poignet qui faisait changer la lame de direction au tout dernier moment. Mais Musashi était prêt et s'était positionné de façon à toujours garder le soleil dans son dos. Dès que Kojiro lança le Tsubame Gaishi, Musashi l'esquiva et la lame manqua sa tête de quelques millimètres. Profitant de l'ouverture laissée par le coup et des yeux brûlés de Kojiro, Musashi bondit droit sur Kojiro.
sa longue rame levée en l'air. Kojiro fut frappé au front. Le bruit sourd de l'impact est terrifiant, et certains prétendent avoir entendu le craquement de son crâne. Son Odachi lui échappa des mains et tomba au sol. La foule stupéfaite assista à la fin d'un duel qui avait été annoncé comme une bataille épique. Mais la réalité avait été soudaine et rapide. Comme toujours, la mort était survenue de manière inattendue et violente. Il n'y avait ni joie ni exaltation dans les yeux de Musashi, seulement une profonde tristesse et un vide étrange. Il avait vaincu, mais cette victoire avait un goût amer. Il avait battu un grand guerrier, l'un des plus grands sabreurs, mais le fait d'avoir atteint le sommet de sa quête pour se faire un nom avec son épée n'avait pas réussi à combler le vide dans son âme. La nouvelle de la mort de Sasaki Kojiro envahit rapidement tout le Japon. Tout le monde était choqué et submergé par l'incrédulité. Beaucoup refusaient d'accepter que le légendaire maître de Ganryu ait été vaincu, qui plus est par un samouraï errant armé d'une rame de bateau. Les admirateurs de Kojiro pleuraient sa mort et remettaient en question la façon dont Musashi avait abordé le duel, tandis que les partisans de Musashi acclamaient sa victoire. Le duel de Ganryujima devint un moment décisif dans l'histoire du Japon féodal, un événement qui suscita des controverses et des discussions qui allaient durer des siècles. La mort de Kojiro scella la fin d'une époque. Miyamoto Musashi était devenu le plus grand épéiste du Japon. Mais sa victoire n'est pas seulement un triomphe personnel, mais également un fardeau qu'il devra porter jusqu'à la fin de sa vie. Alors que la poussière de la bataille plane encore dans l'air, Miyamoto Musashi quitte l'île de Ganryujima à bord d'un petit bateau à rame. Il ne se retourne pas. Rien ne brillait dans ses yeux de victoire, mais un vide profond et une grande tristesse rongeaient son âme. La mort de Sasaki Kojiro, un adversaire digne et vénéré, lui avait apporté un sentiment de culpabilité et de désillusion. La gloire qu'il avait si désespérément recherchée lui paraissait désormais vide de sens. Pendant le voyage de retour vers le continent, Musashi se plongea dans ses pensées, réfléchissant à la signification du duel et à la voie qu'il avait choisie. Musashi commençait à remettre en question tout ce en quoi il avait cru jusqu'alors. L'incessante recherche de la perfection dans le maniement du sabre, le besoin de prouver sa supériorité dans chaque duel, la soif de gloire qui l'animait depuis sa jeunesse. Tout cela semblait vide et dénué de sens devant la fragilité de la vie et l'inévitabilité de la mort. Il se souvient des enseignements de son oncle moine sur l'importance de la compassion, de l'humilité et de la lutte pour la paix intérieure. Il avait négligé ces valeurs dans son obsession du sabre et de la victoire. Aujourd'hui, face à la mort de Kojiro, ces mots résonnent dans son esprit avec une intensité inédite. Le décès de Kojiro marquait la fin d'une époque dans la vie de Musashi et le début d'un nouveau voyage. Un chemin à la recherche d'un sens plus profond à son existence, un chemin qui l'emmènerait au-delà des limites du sabre, vers une compréhension plus large de la vie et de la mort. Il n'avait pas encore trouvé ce chemin, mais il était déterminé à le faire. À partir de ce moment, l'épée ne serait plus son seul but dans la vie et la recherche de la paix intérieure deviendrait sa nouvelle bataille. Néanmoins, malgré les années de paix sous le shogunat Tokugawa, le Japon récoltait les fruits de la dissidence semée ces derniers temps. Toyotomi Hideyori, fils de l'unificateur déchu du pays, était devenu un symbole de la résistance au Tokugawa, tandis que ses alliés, les restes de l'armée de l'Ouest, se tenaient prêts pour un dernier combat désespéré contre les forces du shogun. Bien que Musashi soit à la recherche d'une nouvelle voie, il ne peut ignorer l'appel de la guerre. Si le sabre n'est plus sa seule raison de vivre, il fait toujours partie de son identité, de son destin de samouraï. Il avait envie de se joindre au conflit, de tester une fois de plus ses compétences dans une vraie bataille. Les sources historiques ne sont pas claires quant au rôle de Musashi dans la bataille de Saka. Certains rapports affirment qu'il a combattu du côté de l'armée de l'Est, fidèle au shogunat Tokugawa. Le samouraï, désormais adulte, a peut-être offert ses services en tant que stratège, conseillant les généraux de l'armée de l'Est grâce à sa grande expérience du combat et à son expertise dans l'art de la guerre. Pendant cette période, il joua le rôle d'un observateur attentif, scrutant les tactiques et les mouvements des troupes, s'efforçant de comprendre la nature de la guerre et les subtilités de la victoire et de la défaite. Quel que soit le rôle de Musashi dans la bataille de Saka, sa présence dans le conflit reflète la période de transition qu'il traversait. Il poursuivait une autre voie, un but qui transcendait la violence et la gloire du combat. Mais l'épée l'attirait toujours, la guerre le captivait toujours, et il était incapable de se détacher complètement du monde qu'il avait façonné.
En tant que guerrier, stratège ou observateur, la bataille d'Osaka fut un nouveau chapitre de sa quête de vérité et de sens. Après la bataille d'Osaka, le Japon fut consolidé sous le règne des Tokugawa. L'ère des grands conflits et de la recherche de la gloire sur les champs de bataille s'achevait, laissant place à une période de paix et de prospérité. Musashi, qui poursuivait un nouveau but dans la vie, s'aperçut que la guerre n'était plus une voie séduisante. Il décida d'utiliser sa vaste expérience du combat et sa connaissance de l'art de la guerre pour devenir un stratège, un conseiller militaire travaillant pour un seigneur féodal. Il voyagea à travers différentes provinces, offrant ses services aux daimyo qui souhaitaient protéger leurs terres et asseoir leur pouvoir dans le nouvel ordre social. Mais Musashi n'était pas un samouraï ordinaire. Sa réputation de duelliste invaincu, son habileté à manier deux sabres et sa personnalité indépendante et arrogante intimidaient certains seigneurs féodaux qui voyaient en lui une menace pour leur autorité. Une fois de plus, Musashi se retrouvait comme un outsider, un samouraï sans maître ni clan, luttant pour sa place dans un monde qui n'appréciait plus seulement la force brute, mais aussi la loyauté, la diplomatie et le savoir-faire politique. Alors qu'il cherchait un nouveau maître, Musashi décida de se forger un héritage qui dépasserait sa propre existence. Il adopta 2 jeunes samouraïs comme fils, leur donnant son nom et ses enseignements, Miyamoto Mikinosuke et Miyamoto Iori. L'aîné, Mikinosuke, était un samouraï prometteur, doué pour le sabre. Il apprit de Musashi le style à 2 sabres Nitenichi Ryu et devint un guerrier accompli. Mais le destin lui réserva une fin dévastatrice. Lorsqu'il se retrouva mêlé à un conflit politique qui mettait en péril l'honneur de Musashi, Mikinosuke choisit de mourir par seppuku, le rituel de suicide des samouraïs, pour honorer le nom de son père adoptif. La mort de Mikinosuke fut un coup dur pour Musashi. Il pleura la perte de son fils, mais reconnut le courage et la loyauté qui l'avaient conduit à choisir la mort. Il entreprit alors d'éduquer Miyamoto Iori, son second fils adoptif, et lui enseigna tout ce qu'il avait appris sur le maniement du sabre, la stratégie et la façon de faire des samouraïs. L'adoption de Mikinosuke et d'Iori dévoila un nouvel aspect de la personnalité de Musashi. Le samouraï solitaire et vagabond souhaitait désormais construire un héritage, laisser une marque sur le monde qui dépasserait sa propre existence. Il voulait que ses enseignements et sa philosophie lui survivent et influencent les générations futures de samouraïs. Musashi était toujours à la recherche d'un seigneur féodal à servir, mais avec une nouvelle perspective. Il ne cherchait pas seulement un poste puissant et prestigieux, mais aussi l'occasion de transmettre son savoir et de laisser un héritage dans le monde. Peu à peu, il devint non seulement un guerrier légendaire, mais aussi un enseignant et un mentor, un guide pour les jeunes samouraïs qui essayaient de trouver leur propre voie dans le monde changeant du Japon d'Edo. Sa recherche d'un seigneur féodal à servir l'a conduit à Himeji, une ville-château de la préfecture de Harima, réputée pour sa beauté et son imposant château blanc, symbole de la puissance et de la prospérité du clan Ikeda. Fort de sa réputation de stratège et de duelliste infaillible, Musashi s'attendait à trouver à Himeji l'occasion de mettre ses talents au service d'un nouveau maître. Cependant, la ville lui offrit un nouveau défi, un duel inattendu qui mettrait à l'épreuve ses compétences et sa philosophie du combat. Miyake Gunbei, un samouraï réputé et maître du style d'escrime Tomoe Ryu, avait entendu parler des capacités de Musashi et l'avait défié en duel public. Fier guerrier traditionnaliste, Gunbei détestait la réputation de Musashi, qu'il considérait comme un étranger arrogant qui ne respectait pas les conventions des samouraïs. Il voulait établir que le style classique et élégant du Tomoe Ryu était supérieur au style pragmatique et inhabituel à 2 sabres de Musashi. Le duel avait été organisé sur un terrain découvert à la périphérie du château de Himeji, un endroit bien dégagé et bien visible, propice à un affrontement entre 2 épéistes. Fidèle à son habitude, Musashi entra sur le lieu du duel d'un air calme et narquois. Il était vêtu de vêtements de voyage rudimentaires et ne portait que 2 sabres bokken en bois au lieu de ses célèbres lames d'acier. À l'inverse, Gunbei arriva en pleine forme, vêtu d'une armure complète et brandissant son katana de cérémonie, une lame tranchante et mortelle. L'apparence différente des guerriers reflétait leur philosophie du combat. Gunbei valorisait la tradition, l'honneur et l'image, tandis que Musashi recherchait l'efficacité, la simplicité et l'essence du combat.
Musashi considérait le sabre comme un simple outil, un moyen de remporter la victoire. Pour Gunbei, le sabre était un symbole, une extension de son âme. Le duel débuta avec Gunbei qui prit l'initiative, assénant à Musashi plusieurs coups puissants et précis. Mais Musashi les repoussa magistralement, utilisant ses 2 bokken pour bloquer les coups de Gunbei et contre-attaquant sous des angles inattendus. La vitesse et la fluidité des mouvements de Musashi, ainsi que l'imprévisibilité de son style à 2 épées, déconcertaient et frustraient Gunbei, qui se retrouvait de plus en plus sous pression. Dans un élan de désespoir, Gunbei tenta un coup de taille descendant visant la tête de Musashi. Mais ce dernier avait déjà anticipé le coup. Il l'esquiva et, d'un mouvement rapide et précis, frappa le bras droit de Gunbei avec son bokken, repoussant son sabre. Désarmé et humilié, Gunbei reconnut sa défaite. Il s'agenouilla devant Musashi, inclinant la tête en signe de respect. D'un regard compatissant, Musashi aida Gunbei à se relever. Le seigneur de Himeji, frappé par les capacités et la réputation de Musashi, mais toujours préoccupé par son caractère indépendant, le convia à un rôle inhabituel. Participer à l'aménagement urbain et paysager de la ville. Étonné par cette offre, Musashi releva le défi. Il considérait cette opportunité comme un moyen d'appliquer ses connaissances stratégiques et sa vision du monde au profit de la société en développant un environnement harmonieux et sûr pour ses citoyens. Musashi se lança dans cette tâche avec le même effort et la même discipline qu'il consacrait à son entraînement au sabre. Il apprit les principes de l'urbanisme et de l'architecture japonaise, observa la topographie, évalua les flux et les besoins de la population. Il utilisa son expertise militaire pour concevoir un plan d'urbanisme qui donnait la priorité à la défense de la ville, à la circulation efficace des personnes et des biens et à la création d'espaces publics agréables et fonctionnels. Musashi participa également à la conception des jardins du château de Himeji, créant des paysages qui mêlaient beauté naturelle, tranquillité et éléments stratégiques de défense. Il mit à profit son sens artistique et sa compréhension de la nature pour créer des jardins qui invitaient à la contemplation et à la méditation, tout en offrant des points d'observation et des voies d'évacuation en cas d'attaque. Musashi démontra une fois de plus son talent d'adaptation, d'apprentissage et de transformation, trouvant un nouveau but dans la vie et transmettant un héritage qui transcendait les limites du combat et de la guerre. Au cours de ses voyages au Japon, Musashi fut amené par le destin à rencontrer Yagyu Hyogonosuke, fils du légendaire maître Yagyu Munenori, instructeur d'escrime du shogun lui-même. Malgré son jeune âge, Hyogonosuke est déjà considéré comme un prodige du sabre, un guerrier doté d'un talent exceptionnel et d'une compréhension approfondie de l'art du combat. Ce sera un choc de titans dont l'issue enflammera les esprits et se répercutera à travers les siècles. La rencontre eut lieu dans un bosquet de bambou près d'un ruisseau étincelant, un cadre naturel qui semblait refléter la dualité des 2 samouraïs. Leurs sabres étaient attachés à leur taille, mais le combat semblait se dérouler à un niveau plus profond, un affrontement d'énergie et d'intention. Ils s'étudiaient attentivement l'un et l'autre, reconnaissant leur maîtrise, la discipline de nombreuses années d'entraînement, leur dévouement à l'art du sabre. Au lieu de dégainer leurs lames, Musashi et Hyogonosuke commencèrent un combat dans leur esprit. Ils imaginaient chaque coup de ce duel avant même de dégainer leurs épées. Mais étant donné le degré de maturité spirituelle qu'ils possédaient déjà tous les deux, ils reconnurent l'un et l'autre qu'ils étaient des maestros de leurs arts respectifs et la futilité d'un combat qui pourrait être fatal, privant le monde d'un grand maître de sabre. Au lieu de dégainer leurs sabres et de se battre, Musashi et Hyogonosuke choisirent de s'asseoir et de discuter. Ils parlèrent de stratégie, de philosophie, de la nature du combat et de la voie du samouraï. Ils partagèrent leurs expériences, leurs préoccupations et leurs réflexions, trouvant un terrain d'entente tout en respectant leurs différences. Musashi, le guerrier qui avait bâti sa réputation par la violence, trouva en Hyogonosuke un nouveau type de force, la volonté de l'âme et de l'esprit. Hyogonosuke, le samouraï qui avait été élevé dans la tradition, reconnaissait en Musashi l'importance de l'expérience et de l'adaptation. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, colorant le ciel d'orange et de pourpre, lorsque Musashi et Hyogonosuke se dirent adieu, sans avoir tiré l'épée. Ils s'étaient battus à un niveau plus profond, un duel d'idées et de perspectives, et tous deux en étaient sortis victorieux. Plus qu'un duel contrarié, cette rencontre marqua un tournant dans leur parcours.
Elle témoigna de la maturité des deux samouraïs qui avaient dépassé le besoin de prouver leur supériorité par la violence et avaient appris que la conversation, le respect mutuel et l'échange de connaissances étaient le meilleur moyen de grandir et de s'améliorer en tant que guerrier et en tant qu'être humain. La légende de cette rencontre se répandit dans tout le Japon, suscitant admiration et réflexion. Musashi et Hyogo-no-Suke démontrèrent que la véritable force d'un samouraï ne réside pas seulement dans l'habileté de son sabre, mais aussi dans sa sagesse, sa maîtrise de soi et sa capacité à reconnaître la force des autres. Les expériences de Musashi, ses innombrables duels, ses voyages et ses réflexions le menèrent à de nouveaux sommets dans la compréhension de l'art du sabre. Il avait dépassé la quête vaine de la gloire et avait trouvé dans le sabre une voie vers la connaissance de soi, la discipline et la sagesse. Le temps était venu de transmettre ses enseignements, de formaliser son style de combat et de s'assurer que son héritage survivrait à sa propre existence. C'est ainsi que naquit Hyoho Niten Ichiryu, l'école de la stratégie des deux cieux en un. Le Hyoho Niten Ichiryu n'était pas un simple recueil de techniques de combat, mais une philosophie de vie complète basée sur la recherche de l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Sur la base de son expérience, Musashi cristallisa ses enseignements en un système unique qui comprenait la maîtrise des deux sabres, la technique phare de l'école, qui consistait à utiliser le katana et le wakizashi en harmonie en exploitant la portée, la vitesse et l'imprévisibilité de chaque arme. L'importance de la stratégie, de la compréhension du terrain, de l'étude de l'adversaire et de l'adaptation aux circonstances du combat comme éléments cruciaux pour la victoire. Et l'entretien de l'esprit, la discipline mentale, la concentration, l'intuition et le sang-froid étant les pierres angulaires de la maîtrise du sabre et d'une vie épanouie. Depuis que son fils adoptif Miyamoto Iori se mit au service d'un puissant souverain en tant que samouraï, Musashi commença à chercher un disciple capable de faire plus qu'apprendre ses techniques. Il voulait un héritier de sa philosophie, un samouraï digne de comprendre l'essence de ses enseignements et de les transmettre aux générations futures. Le destin le mit en contact avec Hirao Yoemon, un jeune samouraï doté d'un talent exceptionnel, d'une soif de connaissance et d'un esprit ouvert aux innovations de Musashi. Yoemon devint un élève dévoué du maître, assimilant rapidement ses enseignements et faisant preuve d'une compréhension intuitive du Hyoho Niten Ichiryu. En Yoemon, Musashi repéra non seulement un disciple talentueux, mais aussi une âme sœur, un guerrier destiné à transmettre l'héritage de l'école des deux sabres. Il adopta Yoemon comme son fils, lui donna le nom de Miyamoto et lui enseigna tous les secrets de son art, préparant le jeune homme à devenir le successeur du Hyoho Niten Ichiryu. La création de l'école et l'adoption de Yoemon furent des étapes importantes dans le parcours de Musashi. De simple samouraï errant, duelliste en quête de gloire, il était devenu un maître, un mentor, le guerrier d'une tradition qu'il avait lui-même élaborée et qu'il confiait désormais à son disciple, assurant que ses enseignements sur le sabre, la stratégie et la voie du guerrier inspireraient les samouraïs pour les générations à venir. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi entreprit un nouveau voyage en 1634, laissant derrière lui les montagnes et les champs de bataille de l'est du Japon pour explorer les terres chaudes et luxuriantes de Kyushu, la grande île située au sud de l'archipel japonais. Sa réputation le précède. Les seigneurs féodaux et les samouraïs de toute la région avaient entendu parler du guerrier invincible, du maître des deux sabres et du fondateur de Hyoho Niten Ichiryu. Certains l'admiraient, d'autres le craignaient, mais tous reconnaissaient ses prouesses. Maintenant âgé d'une cinquantaine d'années, Musashi n'aspirait plus à la gloire des duels ni à la reconnaissance éphémère de la cour. Il espérait trouver un endroit où transmettre ses enseignements, partager la sagesse qu'il avait accumulée au cours d'une vie consacrée au sabre et à la recherche de la vérité. Le destin le conduisit à Kokura, une ville prospère et culturellement dynamique de la côte nord de Kyushu, gouvernée par le clan. Le seigneur Ogasawara Tadazane, gouverneur lettré et amateur d'art, avait invité Musashi, séduit par la renommée du samouraï et la possibilité d'apprendre de sa grande expérience en matière de stratégie et de combat. Musashi fut accueilli à Kokura avec honneur et respect. Le seigneur Ogasawara lui offrit un logement confortable près du château. À Kokura, Musashi trouva une atmosphère propice à la réflexion et au développement de ses idées. Il passa d'innombrables heures à méditer dans les jardins zen du château, discuta de philosophie et de stratégie avec le seigneur Ogasawara et ses conseillers,
et se consacra à la calligraphie et à la peinture, exprimant sa vision du monde à travers l'art. Le séjour à Kokura fut une période paisible et productive dans la vie de Musashi. Il approfondit ses études, affina ses enseignements et commença à écrire sur son art du sabre et sa philosophie de vie, préparant ainsi le terrain pour le chef-d'œuvre qui allait l'immortaliser, le livre des 5 anneaux. La vie paisible et calme de Kokura fut soudainement bouleversée au cours de l'hiver 1637. Sur la péninsule de Shimabara, à quelques kilomètres de là, une rébellion civile éclata, menée par des paysans appauvris et des chrétiens persécutés par le shogunat Tokugawa. Déclenchée par un gouvernement oppressif, des impôts élevés et l'intolérance religieuse, la rébellion de Shimabara devint rapidement une menace pour la stabilité de la région. Des milliers de rebelles, armés de matériel agricole, d'épées volées et d'une fureur incontrôlée, attaquèrent des villages, des temples et des forteresses, jurant de se venger de leurs oppresseurs. Le seigneur Ogasawara, fidèle au shogunat Tokugawa, répondit sans broncher à l'appel à la répression de la rébellion. Il réunit ses samouraïs et se prépara à marcher vers Shimabara, déterminé à rétablir l'ordre et l'autorité du gouvernement. Malgré son âge avancé et sa quête de paix intérieure, Miyamoto Musashi ne faillit pas à son devoir. Il rejoignit les troupes du seigneur Ogasawara, non pas en tant que guerrier avide de combat, mais en tant que tacticien expérimenté et conseiller avisé. Grâce à sa perspicacité et à sa compréhension de l'art de la guerre, Musashi évalua la situation des rebelles, leurs forces et leurs faiblesses, leurs tactiques et leurs intentions. Il conseilla au seigneur Ogasawara d'assiéger le château de Hara, où les rebelles s'abritaient, plutôt que de lancer une attaque frontale qui aurait pu entraîner de lourdes pertes. Musashi contribua également à la planification des opérations militaires, conseillant les samouraïs sur les tactiques de combat, l'utilisation du terrain et l'importance de la discipline et de l'unité au sein des troupes. La rébellion de Shimabara fut un affrontement sanglant et sauvage qui dura plusieurs mois et fit des milliers de victimes. Alors que Musashi était réticent à s'engager dans la violence, il fit preuve de courage et d'habileté au combat, inspirant les samouraïs par sa présence autoritaire et sa sagesse. Un épisode rapporté par plusieurs sources raconte que Musashi fut renversé de son cheval lorsqu'un paysan rebelle lui lança une pierre. Blessé mais pas encore écrasé, il se releva et continua à se battre, prouvant ainsi sa détermination et sa résilience. La rébellion de Shimabara fut finalement réprimée par les forces du shogunat, mais à un coût prohibitif. Cette expérience marqua profondément Musashi, renforçant sa conviction que la guerre était une tragédie à éviter à tout prix. À partir de ce moment-là, sa quête de la paix intérieure et d'un chemin au-delà de la violence se renforça. Il se tourna vers l'écriture de sa philosophie et de ses enseignements dans l'espoir de partager sa sagesse avec le monde et d'inspirer les générations futures à trouver l'harmonie et la paix intérieure. En 1640, à l'âge de 56 ans, Musashi partit s'installer à Kumamoto à l'invitation du seigneur Hosokawa Tadatoshi, un souverain qui admirait sa réputation et s'intéressait à ses enseignements. Mais la popularité de Musashi continua d'attirer l'attention de jeunes samouraïs désireux de le défier et de tester leurs compétences face aux légendaires épéistes. Uji Yashiro, un maître de l'école Yagyo Shinkage Ryu, un style d'escrime réputé pour sa subtilité, ses mouvements trompeurs et sa capacité à contrôler l'esprit de l'adversaire, figure parmi eux. Débordant de confiance et d'ambition, Yashiro pensait pouvoir surpasser Musashi grâce à sa technique raffinée et à son esprit féroce. Il défia le légendaire samouraï en duel, organisant une rencontre dans une forêt de pins à la périphérie de Kumamoto. Bien que Musashi eût déjà atteint un âge avancé et qu'il ait été inactif pendant de nombreuses années, il accepta volontiers le défi. Il voyait dans le jeune samouraï l'occasion de mettre à l'épreuve ses enseignements et de prouver que la véritable maîtrise du sabre transcendait la force physique et la vitesse. Ils se rencontrèrent dans la forêt de pins le jour dit, dans un cadre paisible et majestueux où le vent qui soufflait dans les arbres ajoutait à la tension de l'instant. L'impétueux et arrogant Yashiro s'élança vers l'avant avec une série de coups rapides et précis. Avec le sang-froid de quelqu'un qui avait déjà fait face à la mort un nombre incalculable de fois, Musashi se défendit magistralement, ses mouvements gracieux et fluides neutralisant les attaques du jeune samouraï. Musashi ne se laissait pas impressionner par la vitesse ou l'agressivité de Yashiro. Il l'observait attentivement, anticipant ses mouvements et exploitant ses faiblesses.
Dans une erreur d'inattention, Yashiro laissa une ouverture dans sa garde et Musashi saisit l'occasion. D'un geste rapide et décisif, il désarma le jeune samouraï et appuya la pointe de son sabre sur sa gorge. Vaincu et humilié, Yashiro admit la supériorité de Musashi non seulement dans son art du sabre, mais aussi dans sa sagesse et son contrôle spirituel. D'un air compatissant, Musashi lâcha son sabre et s'inclina en signe de respect. Il ne souhaitait plus humilier ses adversaires, mais transmettre ses enseignements et former une nouvelle génération de samouraïs fondée sur le respect, la discipline et la recherche de la paix intérieure. L'affrontement avec Uji Yashiro fut la dernière bataille de Miyamoto Musashi, une fin appropriée à la carrière de l'un des plus illustres guerriers du Japon. Il avait prouvé que la véritable force d'un samouraï ne résidait pas dans la jeunesse ou la vitesse, mais dans la sagesse acquise au fil des ans, la maîtrise de l'esprit et une profonde compréhension du sabre. Le duel contre Uji Yashiro fut le dernier écho de la rage du sabre dans la vie de Miyamoto Musashi. Il se concentra alors entièrement à la quête de la paix intérieure et à la transmission de ses enseignements. Conscient que son parcours de samouraï s'achevait, à la recherche d'un abri pour ses derniers jours, il se retira dans une grotte de montagne où la nature sauvage et la solitude l'incitèrent à la réflexion et à la contemplation. Une fois sur place, loin du bruit du monde, étreint par la magnificence silencieuse des rochers et le sifflement du vent, Musashi entreprit d'écrire son chef-d'œuvre, un héritage qui transcendait les limites du sabre et devenait un guide de vie, un testament de la sagesse de l'un des plus grands guerriers du Japon. Après avoir suivi la voie du sabre pendant des décennies, Miyamoto Musashi cessa d'être attiré par la célébrité et la gloire. Les duels qui avaient autrefois nourri son ambition résonnaient désormais dans sa mémoire comme les fantômes d'un lointain passé. Le légendaire samouraï Miyamoto Musashi ressentait le poids des années dans ses os et le besoin de silence dans son âme. En 1643, à l'âge de 59 ans, il décida d'une action qui étonna tout le monde. Il quitta la cour de Kumamoto, où il était respecté et traité avec honneur. Il se retira dans une grotte de montagne, à la recherche de la solitude. La grotte de Reigando, que Musashi choisit comme lieu de retraite, était un refuge d'une beauté austère et d'une profonde sérénité. Niché sur une pente abrupte, son entrée donnait sur une vallée recouverte d'une dense forêt de cèdres et de pins, où la brise murmurait d'anciens secrets et où un ruisseau limpide coulait le long des rochers, créant une mélodie qui apaisait l'âme. La grotte elle-même était modeste et dépourvue de toute fioriture. Ses murs de pierre froide abritaient le silence des siècles et la lumière du soleil s'infiltrait timidement par l'entrée, créant un jeu d'ombre sur le sol de terre battue. Sans le luxe de la cour ni les distractions du monde, Musashi disposait d'un refuge parfait pour se consacrer à la réflexion, à la méditation et à l'écriture. La solitude n'était pas un fardeau pour Musashi, mais un partenaire bienvenu. Elle l'aidait à se rapprocher de la nature, de son propre esprit et de la sagesse qu'il avait accumulée au cours d'une vie consacrée au sabre. Dans le calme de la grotte de Reigando, Musashi travaillait à l'écriture de son chef-d'œuvre, un testament de ses enseignements, un héritage pour les générations futures. Les expériences d'une vie consacrée à l'épée, les duels, les voyages, les victoires et les défaites, les rencontres avec des maîtres et des érudits, tout cela se mêlait dans son esprit pour façonner une sagesse profonde et intemporelle. Il prit son pinceau, le trempa dans de l'encre de Chine et commença à écrire. Ses premiers écrits sont un ensemble de 21 préceptes, un guide de vie basé sur sa propre expérience et sa vision du monde. Il appela cette œuvre Dokkodo, le chemin à suivre seul. Un témoignage de sa philosophie personnelle, une invitation à la réflexion et à la recherche d'une vie authentique et pleine de sens. Dans Dokkodo, Musashi aborde des sujets tels que l'importance de la discipline, la quête de la connaissance de soi, la simplicité de la vie, le détachement des possessions matérielles, le rejet de l'arrogance et la recherche incessante de la vérité. Il transmet sa vision du monde, façonnée par des années d'entraînement au sabre et d'observation de la nature, révélant la profondeur de son esprit et sa compréhension de la condition humaine. Mais le chef-d'œuvre de Musashi était encore à venir. Il s'engagea alors à rédiger un traité approfondi de stratégie et de philosophie, fondé sur sa vaste expérience de samouraï et sur ses études de l'art de la guerre. Le livre des 5 anneaux était né, transcendant le domaine du maniement du sabre pour représenter un guide de vie, un manuel de commandement et un témoignage de la sagesse de l'un des plus grands guerriers du Japon. Dans le livre des 5 anneaux,
Musashi divise ses enseignements en 5 livres. Terre, eau, feu, vent et vide, chacun traitant d'un aspect crucial de la stratégie et de son application dans différents domaines de la vie. Il aborde des sujets tels que l'importance de l'observation, l'adaptation aux circonstances, la maîtrise du temps et du rythme, la psychologie de l'adversaire, la direction d'un groupe et la recherche de la victoire dans tous les domaines. Musashi recourt à des analogies et à des métaphores tirées de la nature, des arts et de la vie quotidienne pour expliquer ses principes, ce qui rend ses enseignements accessibles et applicables à différents contextes. Il insiste sur l'importance de l'entraînement continu, de la discipline mentale, de la connaissance de soi et de la quête incessante de la perfection. Le livre des 5 anneaux devint le chef-d'œuvre de Miyamoto Musashi, un héritage qu'il immortalisera comme l'un des plus grands stratèges et philosophes du Japon. Ses enseignements continuèrent à inspirer des générations de samouraïs, de dirigeants et de chercheurs de vérité, transcendant les frontières du temps et de l'espace. Après avoir achevé son chef-d'œuvre, Musashi sentit que sa mission en ce monde touchait à sa fin. Une maladie mystérieuse saisit son corps, affaiblissant ses muscles et le privant de son énergie vitale. Cependant, son esprit, forgé par des années d'entraînement et de combat, demeura inébranlable. Musashi accueillit la mort avec la même dignité et le même courage que ceux avec lesquels il avait affronté ses adversaires en duel. Il réunit ses disciples dans la grotte de Reigando, leur transmettant ses derniers enseignements, soulignant l'importance de la discipline, de la recherche de la vérité et de la transcendance du sabre. Durant ces derniers jours, Musashi se consacra à la méditation, à la contemplation de la nature et à la conversation avec ses disciples. Il leur raconta sa vie, leur fit part de ses réflexions sur l'art du sabre et leur donna des conseils pour l'avenir. Il n'avait ni peur ni regret, mais se concentrait sur l'acceptation du cycle naturel de la vie et de la mort. Le 19 mai 1645, Miyamoto Musashi ferma les yeux pour la dernière fois, son expression paisible reflétant la paix intérieure qu'il avait atteint. Il quitta ce monde comme il l'avait vécu, avec courage, dignité et maîtrise, laissant dans son sillage un héritage qui inspirerait des générations de samouraïs et de chercheurs de vérité. Inspirés par les enseignements de leur maître, ses disciples organisèrent de simples funérailles honorables, conformément à ses souhaits. Il fut vêtu d'un kimono blanc, symbole de pureté et de paix, et incinéré sur un bûcher cérémoniel près de la grotte de Reigando. La cérémonie ne comportait aucun rituel de deuil majeur, ni aucune manifestation, mais seulement le calme respectueux de la nature et les larmes discrètes de ses disciples. Les cendres de Musashi furent déposées dans une simple tombe à l'ombre d'un vieux cèdre, où le vent et le murmure du ruisseau redonnaient une mélodie éternelle en son honneur. La présence de Miyamoto Musashi continua d'onduler comme les vagues d'un lac paisible, même après sa mort. Ses enseignements, consignés dans ses écrits et transmis par ses disciples, sont devenus une source d'inspiration pour des générations de samouraïs, d'artistes martiaux et de chercheurs de vérité. Le Hyoho Niten Ichiryu, l'école d'escrime à 2 épées fondée par Musashi, prospéra sous la direction de son disciple et fils adoptif Miyamoto Iori et se ramifia en différentes lignées, préservant l'essence des enseignements du maître et s'adaptant à l'évolution de l'époque. Ces principes, tels que l'importance de l'observation, l'adaptation à l'adversaire, la maîtrise du rythme et la recherche de la perfection technique, déterminèrent plusieurs écoles d'escrime et d'arts martiaux au Japon, telles que le kendo, l'iaido et l'aïkido. Mais son influence dépassa les frontières japonaises. Le livre des 5 anneaux, qui fut traduit en plusieurs langues, est un ouvrage de référence pour les militaires, les stratèges et les dirigeants du monde entier, inspirant des études sur le leadership, la prise de décision et la gestion des conflits. L'histoire de Musashi attira également les artistes et les écrivains, inspirant des romans, des films, des pièces de théâtre et des œuvres d'art qui célèbrent sa vie remarquable et sa quête de la maîtrise du sabre. Miyamoto Musashi, le samouraï qui devint une légende, laissa dans son sillage un profond héritage. Il était un guerrier invincible, un tacticien brillant, un artiste talentueux et un philosophe profond. Toute sa vie a été une quête de découverte de soi, une recherche de la vérité et une amélioration constante de soi. Musashi nous enseigna que la véritable force ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la force mentale, un sens clair de l'objectif et le courage de relever les défis de la vie avec dignité et détermination. Sa quête pour perfectionner le sabre est devenue une métaphore du voyage humain, de la volonté de donner un sens plus profond à l'existence et de l'évolution constante de l'esprit.